structure des grandes places, des deux grandes places, qui pour moi, d'une certaine façon, par opposition, alors ça me fait réfléchir historiquement, parce que je me dis, c'est de l'architecture, les grandes places, d'une certaine manière, et elles existent déjà dès le XIIIe siècle, elles n'ont pas bougé depuis le XIIIe siècle, hormis le fait que les pignons qui étaient en bois ont été transformés par... autant que je sache, on avance avec beaucoup de prudence, sous Philippe II d'Espagne, et autant que je sache, c'est sous Philippe II, elles sont transformées en pierre, parce que vraisemblablement il y avait trop d'incendies, elles brûlaient trop souvent, quoi qu'on ne sache pas énormément de choses. Et alors donc, les structures d'Arras qui sont en quelque sorte des accommodements avec le vide, pour moi, qu'est-ce que c'est cette première structure démocratique de la place en tant que telle qui n'existe comme monument, car c'est un monument, je considère que c'est un monument en creux en quelque sorte, qui est où s'initie la démocratie, à savoir la démocratie et le commerce, par le croisement des individus, l'échange, la parole, le dialogue, qui va donner naissance au théâtre aragois, qui est absolument exceptionnel. Et puis de l'autre côté, 60 km plus bas, 70 km plus bas, Amiens, avec un monument absolument exceptionnel, mais qui est l'antithèse d'une certaine façon de ces places, et qui ne traduit pas la démocratie, bien entendu, mais qui traduit une forme de hiérarchie, et en même temps, c'est un monument, c'est un instrument, c'est une machine extrêmement raffinée, extrêmement sophistiquée, qui touche à la théologie, qui touche à ce qui se fait de mieux dans la pensée scolastique. Je renvoie au livre de Erwin Panofsky dans ce domaine-là, qui a vraiment montré les rapports entre l'art gothique et la cathédrale et donc la somme de saint Thomas d'Aquin. C'est un livre que je trouve absolument audacieux, mais en même temps passionnant. Et donc je me dis, mince, il y avait 70 km, et à Arras, ils ont arasé, pour jouer sur les mots, et à Amiens, ils ont élancé d'une verticalité absolument extraordinaire. Et donc, c'est le point de départ de ma réflexion, et je le conduis avec énormément de désinvolture, vous verrez, vraiment de désinvolture, oui. Et en même temps, en me disant, mais aujourd'hui, finalement, est-ce que nous ne sommes pas dans l'écart, dans l'irréconciliabilité entre la place démocratique et la cathédrale théologique? Est-ce que nous ne sommes pas là dans une crise, en quelque sorte, qui est précisément dont les racines, dont les soubassements sont au XIIIe siècle? Donc c'est un peu ça que je me pose comme question. Alors c'est une libre réflexion. Elle est très contestable, mais en même temps, j'avais envie de la sortir, de la produire, quoi. Alors donc, je ferai une deuxième conférence, sans doute en octobre ou en novembre, la date n'est pas encore décidée, pour suivre la littérature picarde du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. À la Comédie de Picardie, c'est acté, il dépend simplement de choisir la date, effectivement, pour ceux d'entre vous qui ont suivi la première conférence. Alors, il va falloir que je me taise parce que j'ai dit que c'était une causerie, et donc il faut que... C'est des questions que je vous pose, d'une certaine façon. Ce petit opuscule, c'est une question que je vous pose. J'accepte très bien qu'on ne soit pas d'accord, c'est évident, ça peut être contesté. C'est une hypothèse de travail. Je termine en disant, car je suis, et c'est l'introduction de ma petite causerie, je suis, ayant lu beaucoup, vraiment, très sérieusement, depuis 1985 jusqu'aujourd'hui 2017, donc ça fait 32 ans de lecture continue. Sur Arras, honnêtement, je n'ai rien trouvé. Il n'y a vraiment rien qui soit une synthèse. Il y a un livre, bien sûr, avec c'est Bougard, je ne me souviens plus très bien, qui a fait ça, mais une synthèse qui fasse revivre l'extraordinaire animation de ce XIIIe siècle, où finalement s'invente la modernité, s'invente le monde moderne, la littérature moderne. Et il n'y a rien de tel. Il y a eu les travaux de Jean Dufournay,
qui a édité des pièces d'Adam de la Halle, qui a écrit sur Adam de la Halle. Il y a eu des travaux extraordinaires d'un chercheur local, mais il n'est pas local simplement, c'est un homme extraordinaire, c'est Roger Berger. Mais Roger Berger n'a jamais donné de synthèse sur cette ville d'Arras au XIIIe siècle. Il y a un livre d'une chercheuse roumaine qui est totalement invisible, Marie Ungureanu, et qui est on ne trouve pas même à la BNF, c'est quasiment impossible de le trouver, enfin c'est absolument incroyable. Donc il manque une synthèse. Comment dire, moi j'attends qu'on redresse cette ville et qu'on lui dise, mais vous savez, ou tu sais, on va la tutoyer, tu sais, mais t'as été une ville extraordinaire. Et alors, il n'y a pas d'historien qui est vraiment européen, qui est vraiment, hormis l'abbé Lestocquois, dans les collections du PUF, les petites que sais-je, en quelque sorte, qui ait vraiment donné le sens de cet élan prodigieux du XIIIe siècle, et qui coïncide avec l'élan de la littérature dite picarde, et j'y viendrai tout à l'heure. Et sur la cathédrale d'Amiens, moi je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien de vraiment, devant ce monument absolument exceptionnel, qui est une synthèse de tout l'art gothique ou art français, il n'y a vraiment rien, hormis Durand qui date du début du siècle, enfin je ne sais plus, moi 1900 ou 1902, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de... Alors il y a Ruskin, on en revient toujours à John Ruskin, la Bible d'Amiens, traduite par Proust, c'est un livre savoureux d'ailleurs, parce que Proust, il n'est pas d'accord du tout avec les... Alors il met en petite note, il montre à quel point il était en désaccord avec celui qu'il traduit, Ruskin. Car Ruskin dit, je résume de façon un peu grossière, finalement pour apprécier cette cathédrale, il faut être soi-même chrétien, quoi, il dit ça. Et alors Proust, en petite note, il dit pas du tout, ainsi que le dit Léon Brunswick, le philosophe, pas du tout, nous sommes là devant un joyau esthétique, point. Et alors, tout ça est absolument passionnant, mais sur la cathédrale d'Amiens, il y a un tas de livres, il y a Brandebourg, Erland Brandebourg, là, qui a fait sur l'élan des cathédrales, mais sur Amiens même, moi j'attends, j'aurais plus le temps, quoi. Je le dis de façon à ce que vous releviez le défi un jour et que si vous-même ou si vous connaissez quelqu'un, l'inciter vraiment à écrire quelque chose, une admiration sans borne sur la cathédrale d'Amiens, qui est absolument exceptionnelle, quoi, à tout point de vue. Mais encore faut-il dire en quoi. Sur Amiens même, il est extrêmement difficile de trouver des sommes, des synthèses. Je ne sais pas. Là, je vous pose la question. Je veux dire que si vous estimez que je déraille là-dessus, moi, je suis tout prêt à dire, à me jeter vers un livre que vous connaîtriez et qui est vraiment une somme sur Amiens. Et alors, ça touche à la Picardie. C'est mon premier point, quoi. La Picardie, ça devrait être un territoire. C'est une langue et c'est une littérature. Alors, territoire, je vous dirais franchement que si on lit les ouvrages consacrés à la Picardie, j'en ai pris 3 qui me semblent sans doute les meilleurs, il y en a peut-être d'autres. Un que j'aime beaucoup, en fait, qui est ancien, 1967, et qui est celui, la Picardie dans Visage de la Picardie, publié par Jacques Godard, René Normand, 1967, aux Nouvelles Provinciales Horizon de France. Je ne sais plus si on le trouve, peut-être qu'on le trouve encore, je n'en sais strictement rien. Et puis j'ai lu également celle qui est considérée comme peut-être la meilleure, l'histoire de la Picardie, avec des noms prestigieux comme Robert Fossier, Roger Agache et encore Jacques Godard, qu'on a connu. Moi je me souviens de Jacques Godard, qu'on prenait un petit peu pour un personnage hurluberlu, quoi. C'était ce monsieur avec des verres de lunettes à foyer extrêmement épais, qui était myope, et qui se baladait du côté de la Maison de la Culture. On a l'impression qu'il tâtonnait. Mais c'était un savant, un scientifique, je ne sais pas si vous l'avez connu, Jacques Godard, c'était un scientifique extraordinaire. Et je me dis, mince, on était sensible à son aspect un peu ridicule, et moi, l'imbécile que j'étais, on n'est pas allé le voir, quoi. Je ne suis pas allé lui tendre la main pour lui dire, expliquez-moi ce que vous avez fait. Il a travaillé sur la WED, par exemple. Et il a travaillé à un tas de choses comme ça, et il était extraordinaire. Il participe aussi à cette seconde histoire, publiée chez Privat, donc c'est un très bel éditeur sur les régions de France. Et puis le dernier, à ma connaissance, il y en a sans doute d'autres, La Picardie de René Debry,
en Peuple et Pays de France, 1981. Alors, genre, une simple remarque, les trois livres diffèrent totalement sur leur conception de la Picardie, sur leur conception historique de la Picardie. Ils abordent c'est un territoire sans histoire reconnue, sans histoire communément acceptée. Parce que sinon, il y aurait concordance entre ces trois ouvrages. Il n'y a pas. C'est des ouvrages qui sont édités à 7 ans de distance les uns des autres. Alors, le plus extraordinaire, c'est le dernier, celui de René Debry, qui pourtant, je sais, mais qui intéressait essentiellement la langue, mais qui, lui, l'histoire de la Picardie proprement dit, ça tient le chapitre des temps mérovingiens au XVIe siècle. 9 pages. En 9 pages. Et alors, avec cette formule cryptique à la fin du XIIIe siècle, la Picardie était bien tenue par Paris. Des bailliages y avaient été créés, Amiens, Vermandois, etc. Il n'y a aucune définition fiable, si l'on se réfère aux historiens censés être fiables, du territoire administratif de la Picardie. Moi, je me dis, j'attends quoi? J'attends que quelqu'un, un étudiant, l'un de vous, dise enfin, quoi, en s'appuyant sur les chartes, en s'appuyant sur les documents existent. Dire, voilà, la Picardie, je sais que ça a été une province à géométrie variable, fortement découpée, déchiquetée, recomposée, mais ça serait bien de suivre les dates et l'histoire, la genèse de sorte qu'on se dit, elle n'existe que depuis 1960, lorsqu'on a créé par décret la région Picardie. Et alors elle aura existé de 1960 à 2015. Ça fait à peine 60 ans. Et alors qu'en fait, elle est là. Et alors, il y a toujours le problème du rapport entre la langue et le paysage et le territoire, je suis bien d'accord. Mais justement, on pourrait s'attendre à trouver un travail incontestable. Incontestable. Donc l'historien, au sens propre du mot, manque. Et c'est dommage parce que, moi je ne suis pas historien de formation, et donc il faut travailler, quoi, il faut remuer, quoi, et puis il faut essayer ne serait-ce que les dates successives qui ont jalonné ce territoire. Alors, de sorte que, pour vous montrer, il y a un moment, c'est absolument prodigieux, quoi, il y a un moment, alors pour Godard, celui qui me paraît le plus intéressant, pour Godard Normand, le gouvernement d'une province Picardie est reconstitué, je cite, reconstitué après l'épisode bourguignon à partir de 1482, qui est le traité d'Arras. Un des nombreux traités d'Arras. On se dit, alors là aussi c'est une chose extraordinaire, Arras a connu 20 traités successifs. C'est la ville des traités. C'est absolument incroyable, ça. Je ne sais pas si en tant qu'Arageois, moi, faut lancer quelqu'un sur le fait qu'Arras était une ville de traités. Et quand on dit le traité d'Arras, on dit oui, mais lequel? Et donc c'est la question qu'on pose, quoi. C'est absolument prodigieux. Alors, le gouvernement de Picardie est reconstitué, mais ils disent pas qu'il a été constitué. Il est reconstitué après 1489, mais ils disent jamais nulle part qu'il a été constitué. Et c'est bon, c'est des petits détails comme ça qui sont absolument étonnants. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? J'imagine que vous faites la même déduction, c'est-à-dire que on se retrouve dans le flou absolu. Et hypothèse qui consiste à dire que cette absence d'une Picardie territoriale vient en partie, ou originellement, du fait qu'il n'y avait pas d'entité féodale, qu'il ne s'est pas constitué d'entité féodale, de comté à l'instar de la Flandre et de l'Artois. Car si on compare avec la Flandre et l'Artois, il y a eu un comte des Flandres dès le début du IXe siècle, et ce comte des Flandres, tant bien que mal, si l'on inclut l'épisode bourguignon, se prolonge jusqu'à 1667, la prise de Lille. Il y a une Flandre constituée de 868, de 800, je cherche la date, quoi, de 866, et l'avènement par
l'auto-avènement, en quelque sorte, de Baudouin Ier, dit bras de fer, comte des Flandres, et qui s'installe à Bruges. Et qui, va aller, les comtes de Flandre vont aller entre Bruges, Arras, Saint-Omer, donc c'est à peu près ça, quoi, les lieux où ils s'installent. Alors il y a une Flandre quand même, c'est très prégnant, c'est très important cette Flandre. Hein, ça dure vraiment énormément. Et puis il y a le comté d'Artois également. Là c'est plus compliqué que le comté d'Artois parce que à un moment il dépend des Flandres. Baudouin est, autant que je sache, comte de Flandre et d'Artois. Puis après Bouvines, 1214, l'Artois est détaché. C'est la couronne Philippe Auguste, qui l'acquiert, et c'est Saint-Louis qui va le donner en apanage à ses frères, à son frère, en particulier le comte Robert d'Artois, en apanage à partir de 1237. Mais 100 ans plus tard, 1384, il revient à la Bourgogne. Il rentre en quelque sorte dans la Bourgogne. Il quitte la couronne de France pour revenir par mariage entre Philippe le Hardi et Marguerite de Malle. Marguerite de Malle. Il entre donc dans la Bourgogne. Et il faudra attendre la prise d'Arras en 1640, dans la campagne de Louis XIV vers le nord, vers la Flandre, pour que l'Artois cesse. Donc voilà. Alors la Picardie, il faut imaginer, mais j'attends moi qu'on me le prouve, je répète bien qu'un historien me le prouve, il faut imaginer la Picardie que c'est une province qui fait partie de la couronne de France. Ça n'est pas rien, quoi, d'une certaine façon, dans la contestation, le conflit. On a beau appartenir géographiquement à la même région du Nord, on est, d'une certaine manière, dans une forme d'antagonisme historique. Alors, on va me répondre tout de suite, oui, mais la langue. Alors, c'est vrai que là, il faudrait une carte historique de la langue, historique et géographique on l'a, de la langue. Et alors, c'est là qu'intervient, vous avez raison, à ma connaissance, il y a un gouvernement de Picardie qui est militaire, donc pendant une certaine époque, et c'est là qu'intervient cette idée, moi qui m'est très chère, de nation picarde. Alors, je réponds au titre de la conférence, fantasme ou réalité. Je ne sais pas quoi répondre à la question que vous me posez. J'ai envie de dire fantasme et réalité. C'est vrai que la nation picarde est une création sérieuse. Mais c'est une création, on pourrait dire, en pensant à la dialectique province-Paris, c'est une création de Paris. C'est une création de Paris qui est liée à la Sorbonne. Alors au début, ça ne concerne que quelques intellectuels, que quelques étudiants. Dans la mesure où l'université n'a pas eu le pouvoir, elle n'a pas pu imposer en quelque sorte cette notion de nation picarde au territoire. C'est une conception de la nation qui surplombe le territoire en quelque sorte. C'est intellectuel d'une certaine manière. Et moi ça me plaît bien, la nation picarde, parce que ça veut bien dire que à la Sorbonne, alors pour parler des historiens, j'ai trouvé 2 dates pour la création de la Sorbonne. Et j'arrive pas à savoir laquelle est la bonne. 1253, 1257. Selon les historiens, vérifiez, vous verrez, ils disent l'un ou l'autre. Bon, c'est qu'on ne sait pas véritablement, sans doute. Mais cette création de la Sorbonne, elle est extraordinaire, quoi, parce que elle est le fruit, alors, de quelqu'un qui s'appelait Robert de Sorbon. Moi, je ne savais pas que Sorbon était un village de l'Ardenne. Et donc, je suis sûr que vous ne le saviez pas non plus, enfin peut-être que certains d'entre vous le savez, mais Sorbon, il vient de l'Ardenne, bon c'est pas très loin, d'une certaine façon. Et alors, là je lance une piste aussi, une hypothèse. Il devait y avoir une, comment dire, pas une mafia, je ne vais pas aller jusque-là, mais il devait y avoir un réseau, quoi, c'est évident. Car son grand ami, le grand ami de Robert de Sorbon, c'est l'Amiénois Richard de Fournival. Alors, Richard de Fournival, c'est, à bien des égards, un esprit extrêmement curieux et très intelligent et extrêmement souple,
qui est chancelier de l'église d'Amiens, chancelier de la cathédrale. Il ne parle jamais de la construction de la cathédrale. On est en 1230 quand même. On se dit, non mais il a vu monter la cathédrale sans en parler, comme ça. Ils avaient l'esprit où, ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Il s'intéressait, lui, au bestiaire. Il a écrit un bestiaire d'amour qui est absolument fabuleux, c'est le cas de le dire, ce bestiaire d'amour. Et donc, c'est donc déjà un chancelier, il ne faut pas dire en rupture avec l'Église, mais enfin, qui prend de sacrées libertés avec l'Église, parce qu'il faut lire le bestiaire d'amour de Richard de Fournival. J'en donne une traduction dans l'anthologie qui va paraître dans cette collection-là. C'est une affaire de 1 mois, 2 mois, vraisemblablement. Et donc, ce Richard de Fournival est l'ami étroit de Robert de Sorbon. Il est le fils du docteur de Philippe Auguste, qui est ensuite devenu le docteur, on croit, de Saint-Louis, de Louis IX. Donc, il est haut placé. Il a fait ses études donc à Paris, à l'université, faculté des arts, et des études de médecine, ce qui à l'époque n'était pas si fréquent que ça. Et il est devenu un spécialiste de l'urine. Il a écrit un livre, un traité sur l'urine, sur lequel je voudrais bien mettre la main, mais je ne sais pas s'il est disponible, si on peut le retrouver. Mais il a comme légataire ce Richard de Fournival. Donc, il hérite, il a comme légataire un très bon ami à lui, qui est un théologien, dont on parle en note dans les ouvrages, je n'ai pas été plus loin, et qui s'appelle Gérard d'Abbeville. C'est un des, je vais dire grands théologiens, des théologiens solides de la même époque. Et ce Richard de Fournival va léguer à Gérard d'Abbeville sa bibliothèque. Car à l'époque, un érudit est quelqu'un qui a plus de livres que les autres, qui a une plus grande bibliothèque que les autres. Et cette bibliothèque, de main en main, de Richard de Fournival à Gérard d'Abbeville, va être léguée à la Sorbonne, et on me dit, alors j'ai pas été vérifié, qu'aujourd'hui elle est à la Bibliothèque nationale. Et donc, voilà encore un travail extraordinaire à faire, quoi. Je veux dire que, allez voir exactement en quoi consiste cette bibliothèque de Richard de Fournival. C'est important de savoir ce que les gens lisaient à l'époque, et donc ce qu'ils lisaient, lui. Et alors, je ne sais, la proximité géographique est peut-être trompeuse, j'en sais strictement rien, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Et je me dis, entre Robert de Sorbon, Richard de Fournival, Gérard d'Abbeville, et peut-être d'autres, il y avait un lien, quoi. Il y avait de toute évidence un lien. Alors est-ce que c'est ce lien qui a présidé à la création de la nation picarde? C'est fort possible d'une certaine manière. Car au début c'est une toute petite affaire, la création de la nation. Je vous lis quelque chose que j'ai trouvé, je ne devrais pas le dire, mais j'ai trouvé sur Wikipédia. À ses origines, la Sorbonne est un collège pour étudiants en théologie, fondé en 1253 au sein de l'université de Paris par Robert de Sorbon, chapelain et confesseur, ça je ne savais pas, chapelain et confesseur du roi Saint-Louis. Donc, la proximité de Saint-Louis, du docteur, entre le docteur et le chapelain, il devait y avoir de toute évidence des liens, quoi. Ainsi nommé d'après son village de naissance dans les Ardennes. Comme les autres collèges de l'université, il devait accueillir des pensionnaires pauvres qui disposaient de bourses, déjà, ainsi que des étudiants non pensionnaires, des internes et des externes. Le collège ainsi destiné est à sa fondation abrite une vingtaine de personnes. C'est énorme. Vous verrez ensuite que ça va prendre de l'ampleur. À cet effet, Saint-Louis donna quelques maisons de la rue Coupe-Gueule, bien nommée, face à l'hôtel de Cluny. Vous voyez l'hôtel de Cluny à Paris, donc, c'est l'hôtel du Moyen-Âge, c'est le musée du Moyen-Âge, pour y installer les étudiants. Robert de Sorbon, par l'intermédiaire de Guillaume de Chartres, achète et échange rapidement l'ensemble des abords de cette rue. En 1260, la majorité du site actuel est aux mains du collège. Il s'agit alors d'un ensemble épars de bâtiments divers, j'aime bien l'expression, maisons, granges, etc. Donc il faut imaginer le quartier latin avec des granges, quoi. C'est absolument extraordinaire. Tout ça a été fichu par terre par Napoléon III. Dans le Haussmann, il a quasiment fichu ça par terre, quoi. Il en est resté un tout petit peu. Il y a encore le quartier latin du bas,
du côté de Saint-André-des-Arts, ça. Une grande simplicité du bâti est maintenue à dessein par le fondateur, qui instaure une règle de vie pieuse et austère. En dépit des achats et constructions ultérieures, j'arrête là, cette relative austérité reste une des caractéristiques du collège. Alors, très vite, la Sorbonne, le collège de Robert de Sorbon, c'est un collège, se structure en nation, à l'image des universités italiennes. C'est très important, c'est les universités italiennes qui ont les premières conçues, et la première de tout, qui est, autant que je sache, est la première des universités, celle de Bologne, qui est fondée en 1088, ce qui est déjà... Alors, il y a 2 nations à Bologne, avec des subdivisions, et il y a 4 nations à Paris. Alors, je lis effectivement ce qui concerne les 4 nations. La faculté des arts de l'Université de Paris, car c'est une faculté des arts, donc, qui correspond à notre enseignement secondaire, je ne suis pas sûr, ne forme pas un corps unique, car elle est divisée en 4 nations. La nation française, ou gallicane, on ne le dit pas souvent, regroupe les étudiants natifs des provinces de Bourges, de Sens, de Tours, de Reims et de Lyon. Celles-ci pouvant inclure des diocèses étrangers au royaume de France, comme Genève, Aoste ou Bâle. La nation normande groupe les étudiants natifs de Normandie, du Maine et de l'Anjou. La nation picarde comprend les étudiants natifs des diocèses du nord de la France, de la Flandre, de la Belgique et des Pays-Bas. Donc, à mon avis, il n'y a pas que le picard, il y a certainement aussi le flamand. J'ai l'impression qu'elle est bilingue, cette nation. Enfin, elle est bilingue, entendons-nous bien. Ils ont une langue commune, c'est le latin. Et donc, mais ils ont des langues nationales différentes, hein, vraisemblablement. Quand on dit le picard était parlé jusqu'à Utrecht, je demande à voir, hein, ou à entendre, quoi. Je veux dire que c'était pas sûr. Bon, la langue d'Oll était très répandue, mais quand même. Et la nation anglaise ou anglicane, qui se nommera par la suite nation allemande ou germanique, comprend les étudiants nés dans les diocèses du Saint-Empire romain germanique et des îles britanniques. Chaque nation forme un corps distinct, ayant son sceau, son procureur, élu parmi les docteurs, son censeur et son questeur. La faculté des arts est dirigée par un recteur et les 4 procureurs des nations. Très vite, le recteur devient la plus haute autorité de l'université tout entière. Et l'on apprend que cette structure va durer quasiment jusqu'en 1688, c'est-à-dire après la prise des Flandres par Louis XIV. Et dissolution, de toute évidence, de la nation picarde. Ça dure longtemps, hein, 1253-1688. C'est quand même pas rien, quoi. Et alors, 1688, comme par hasard, à Paris est fondé à l'université le collège des 4 nations. Alors on se dit, c'est les mêmes, pas du tout. À l'intention des étudiants originaires des provinces nouvellement réunies au royaume, c'est-à-dire l'Artois, l'Alsace, l'Italie, le Pignerol, je ne sais pas ce que c'est, et les Catalans du Roussillon et de la Cerdagne française. Bon. Alors, moi, ayant lu beaucoup de choses sur les nations, j'ai cité dans ma conférence du 15 décembre le chercheur Charles Vulliez, je suis désolé pour ceux d'entre vous qui étaient là et qui l'ont déjà entendu, qui a exhumé des fonds de la Bibliothèque Vaticane un rotulus, un petit rouleau, un petit manuscrit en rouleau, portant supplique de la nation picarde de l'Université de Paris au pape Jean XXIII. Je disais, c'est pas notre Jean XXIII à nous, mais celui qui fut destitué à peine élu en 1415. Je cite le chercheur, c'est pratiquement là, que je sache, je parle toujours sous votre contrôle et sous le contrôle de la science, en quelque sorte, que je sache, c'est pratiquement le seul élément que l'on a sur la nation picarde. Bon, c'est quand même important, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle avait des rapports avec le pape, on sait que l'université a été, elle a été protégée par la papauté. C'est très compliqué l'histoire des ordres mendiants, les Assisiens, je cherche là, de Saint François d'Assise, les franciscains, merci, les franciscains et les dominicains, qui sont fortement poussés par la papauté.
pour pouvoir contrer, justement, il y a des problèmes de théologie qui sont absolument étonnants là, dans ce domaine-là, qui pouvoir contrer le local. Et donc le Gérard d'Abbeville en question se trouve en face, dans le camp d'en face, ceux qui sont opposés aux franciscains et aux dominicains, qui vont permettre à saint Thomas, qui est lui proche des dominicains, de s'imposer et d'être élu, et d'être à la Sorbonne et de s'imposer, de faire toute son... Il y a un mélange de la théologie et de l'histoire qui est absolument passionnant à l'époque, mais sur lesquels il faudrait travailler. Au total, l'ensemble du Rotulus nous permet de recenser 210 suppliants. Qu'en est-il de ces derniers? Bon, on dit ce qu'ils faisaient, et sur 204 cas identifiés, on sait qu'il en venait 45 du diocèse d'Amiens, donc c'est de là que viennent les plus gros bataillons, 41 de Cambrai, c'est le nord, 24 de Tournai, c'est la Belgique, 22 de Laon, 19 de Thérouanne, qui n'existe plus, si, le village même, la ville même, mais 16 de Beauvais, 14 de Liège, pas de problème, 10 d'Arras, c'est pas beaucoup, mais c'est très intéressant, ça coïncide avec le sens du commerce que font les Arageois. À Dandelal se plaint d'ailleurs. Il se plaint de ça en disant oui, mais l'université n'a pas de sens à Arras, les gens veulent gagner de l'argent. C'est déjà extraordinaire, quoi. Le jeu de la feuillée, c'est ça. Il dit, moi je m'en vais parce que je veux aller à la Sorbonne. Il dit pas à la Sorbonne, mais je dis, je veux aller étudier, quoi. J'ai pas du tout envie de passer ma vie à quémander de l'argent à droite, à gauche, auprès des banquiers. C'est étonnant, cette complainte d'Adondal contre la banque. Quand on entend la campagne politique, là, de ce qu'on a entendu, il y a quelques jours, on se dit, mince, c'est pas vrai, quoi. Et donc, et 3 d'Utrecht, bon. Donc, nous sommes à l'entour, là, ce Rotulus date de 1415. Soit 20 ans avant la guerre de 100 ans, qui vraiment va être la rupture totale. Et donc, moi, je dis, la Picardie, c'est une forme de boutade, n'a jamais existé que sous la forme d'un grand collège linguistique universitaire, dans le cadre de ce que j'appelle l'Erasmus Sorbonna médiéval. Et je disais, j'ajoutais, mais ça c'est mon point de vue, je trouve ce label européen non seulement respectable, mais excitant et moderne. Disant cela, j'ai l'impression que je suis un peu anachronique par rapport à l'époque. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, moi je tiens bon sur cette histoire, je tiens bon. Donc j'ai déjà répondu d'une certaine façon par ces petits éléments que j'apporte à votre connaissance, si vous ne les saviez déjà, à propos de la Picardie, réalité ou fantasme. Et je réponds ni l'un ni l'autre, en somme, ou si l'on veut, une réalité universitaire vue de Paris. Est-ce à dire que les habitants de l'aire dite Picarde se considéraient comme faisant partie d'une communauté picarde? On peut en douter. Ce qui serait passionnant, ce serait de pousser un peu plus avant les recherches sur certains personnages fondateurs de ce collège. Bon, voilà. Et puis, donc, il y a le problème de la nation, langue et nation, à comprendre, bien entendu, dans un sens différent de notre sens moderne. Et puis, le troisième point, qui est le dernier point que j'aborde, et sur lequel j'ai travaillé, c'est celui de la littérature. Ce que j'essaie de montrer, c'est que au XIIIe et XIVe siècle, mais surtout au XIIIe siècle, à la fin du XIIe déjà, l'ère qu'on appelle l'ère des trouvères et des jongleurs est une ère où se passe un commerce littéraire, intellectuel, esthétique, théâtral, comme nul autre pareil en France à la même époque, à commencer par Paris. Et donc, c'est de ça, moi, que je m'occupe en ce moment. Je n'ai pas les prétentions linguistiques parce que je ne suis pas suffisamment formé pour cela. Je m'appuie pour la langue, mais peut-être que Jean-Michel va me contredire. Je m'appuie sur Gossen, et donc je trouve son sentiment assez raisonnable. Charles Théodule ou Théodore Gossen. C'est un livre plus récent que je n'imaginais d'ailleurs. Effectivement, je pense que ça date de 1960 et quelque chose. Et il a ce qui me semble être, m'appuyant sur les textes littéraires, que là je connais vraiment beaucoup,
que j'ai beaucoup lu, il a la conception de ce qu'il appelle la langue franco-picarde. Et je le crois vraisemblablement parce qu'il semble qu'il y ait, je dis ça avec beaucoup de précaution, une koiné, c'est-à-dire une langue commune, comme on dit, une langue commune qui a des variations, qu'elle soit champenoise, qu'elle soit picarde, qu'elle soit normande, mais qui permet à tous ces auteurs de se comprendre entre eux. Il y a des variations, et là, point d'interrogation, mais je me tourne vers vous, et Pierre et Jean-Michel, il y a des variations sémantiques, lexicales. Alors ça, les lexiques, c'est ahurissant, quoi, parce que dans l'anthologie que je prépare, entre Richard de Fournival, Philippe de Rémy-sur de Beaumanoir, Adam de la Halle, Bodfastoul, et ainsi de suite, et le Ranclus de Molien et Hélinon de Froidmont, il y a des lexiques qui sont, pour chaque livre, chaque texte, et qu'on ne peut pas les recouper, les lexiques. On les recoupe pas, quoi. Ils se recouvrent pas. Et il y a une très grande diversité lexicale qui est absolument étonnante, mais vraiment étonnante. Et alors, bien sûr, je sais qu'il y a le Godefroy, qui est l'ouvrage de référence, enfin, l'aide des ouvrages de référence, qui se trouve sur Internet maintenant. Et même avec le Godefroy, j'ai eu un mal fou à traduire. Il y a un tas de termes qui ne sont pas recensés comme tels. Alors, est-ce que ce sont des écarts? Est-ce que ce sont des oublis? Est-ce que ce sont... Non, j'ai l'impression d'un émiettement lexical absolument fabuleux. Mais absolument fabuleux. De sorte qu'il fallait établir un lexique du français médiéval picard, je suis sûr que là, on aurait un ouvrage absolument étonnant. Ça, c'est une impression. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour voir ce qu'il en est de la langue et de la littérature et de lien entre eux, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une conscience linguistique picarde? Eh bien, oui, me semble-t-il, et il y a un texte qui en fait foi, que vous connaissez tous, vraisemblablement, c'est le poème de la chanson Conon de Béthune. La chanson de Conon de Béthune, qui, là, ne fait pas mystère. Conon de Béthune est un poète assez étonnant, parce que c'est un poète guerrier, quoi. C'est un croisé, et quel croisé! Il participe à la 4e croisade, 1202-1204, il a déjà fait la première, la 3e, pardon, dans l'ordre chronologique, et en 1202-1204, il repart. Quelle rate ils avaient, c'était absolument incroyable, mais c'est incroyable. Il repart, donc, il s'occupe du transport des troupes auprès de Venise, qui prend la relais de Gênes. Les Vénitiens sont intéressés par Constantinople, et donc il part, il fait le transport en quelque sorte, et là-bas sur place, il est un des hauts personnages de la croisade, et c'est cette croisade-là, la 4e, qui va reprendre Constantinople. Deuxième prise de Constantinople, en 1204. Et il est un des bras droits de Baudouin des Flandres, qui va devenir empereur d'Orient. Ça, c'est extraordinaire. Baudouin des Flandres devient roi de Constantinople et empereur d'Orient. Et quand Baudouin des Flandres, pour telle ou telle raison, je ne sais plus si c'est un décès ou bien si c'est un travail, un voyage qu'il doit faire, il prend la place de Baudouin des Flandres. Et donc voilà notre Conon de Béthune, poète actif s'il en fut, croisé, militaire, qui devient régent d'empire. Et c'est là qu'il va finir. Mais alors, dans une vie antérieure, si je puis dire, on a 10 chansons de lui. Et ces chansons, donc, sont magnifiques. C'est des chansons d'amour, mais attention, c'est de l'amour vache, hein. C'est de l'amour âpre, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est admirable dans cette chanson que je vais vous lire, là, c'est à quel point il défend son identité picarde. Et on se dit, il a une conscience très nette, au contact des Champenois et des Français, de ce qui fait sa distinction et sa différence. Alors il se fâche. Il dit, voilà, il a chanté, il a chansonné devant la reine, Alix, qui est la 3e femme de Louis VII. C'est compliqué, hein. 3e femme de Louis VII, lequel Louis VII a d'abord été l'époux d'Aliénor d'Aquitaine. De sorte qu'il y a un fort pédigree de chansons, de chansonniers et de poètes.
Donc, est-ce qu'il est à Paris? Oui, vraisemblablement. Il y a Alix, la reine, son fils, Philippe Auguste, et la nièce d'Alix, qui est Aliénor d'Aquitaine. C'est le jury. Et ils disent, et ça fait penser quand nous, on va lire à Paris, quoi, encore aujourd'hui, quoi, quand quelqu'un du Nord, avec l'accent du Nord, va encore lire devant des Parisiens, on se dit, bah oui, il faut les convaincre, parce qu'ils ont l'oreille très chatouilleuse, quoi, quasiment. Alors, je vais lire cette chanson de Conon de Béthune, et puis j'en ai donné une traduction qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Moult me semont à mors que je m'envoise. Je fais exprès de jouer un peu je fais du cirque. Hein. Moult me semont à mors que je m'envoise, quand je plus dois de chanter estrequet. Mais j'ai plus grand talent que je me couaise. Per sous c'est ni mon chanter en défouet, que mon langage ont blasmé les François, et mes cançons, oyant les champenois, et la comtesse encore, dont plus me poise. La rouenne n'a pas fait que courtoise qui me reprit, elle et ses fieux l'y rouaient. Encore ne soit ma parole franchoise, s'il a pu ton bien entendre en franchouet. N'échille ne sont bien appris ni courtois, s'ils m'ont repris si j'ai dit mot d'artois, car je ne fuis pas nourri à Pontoise. Dieu, que ferais, dirait-il mon courage, l'irai-je donc sa mort demander? Oil, par Dieu, car tels sont les usages, qu'on n'y peut mais sans demander rien trouver. Et si je suis outrageux d'être trouvé, ce n'en doit pas, madame, à moi irait, mais vers amors qui me font dire outrage. Je tente une traduction, mais qui est du sens beaucoup plus que l'autre. Moult me convie l'amour à être en joie. Envoyer, c'est être en joie. Moult me convie l'amour à être en joie, alors que de chanter je n'ai plus aise. J'ai trop violent désir pour que m'apaise, pourquoi j'ai mis mon chant en arrêt. J'ai mis mon chant en arrêt, j'arrête de chanter. Parce qu'on blâmait mon langage, les Français, les François, et mes chansons devant les Champenois, et devant la comtesse, Aliénor d'Aquitaine, Marie de Champagne, j'ai dit Aliénor d'Aquitaine tout à l'heure, la nièce c'est Marie de Champagne, et devant la comtesse Marie, dont plus me pèse. La reine ne s'est pas montrée si courtoise, me reprenant, elle et son fils, le roi. Bien que ma langue ne soit pas toute françoise, pourtant peut-on bien l'entendre en françois. Moi je veux dire, ça c'est vraiment c'est évident, quoi. C'est évident que là on a un travail franco-picard, quoi. Alors le picard c'est de l'accent, le picard c'est de la langue, du lexique, c'est ça que ça veut dire, quoi, d'une certaine façon. Bien que ma langue ne soit pas toute françoise, pourtant peut-on bien l'entendre en françois. Ils ne sont ni éduqués. Alors là, il y va à fond la caisse. Là, c'est comme Poutou à la télévision. Ils ne sont ni éduqués ni courtois de me reprendre si j'use de mots d'artois, car je ne fus pas élevé à Pontoise. Ah, les gens de Pontoise, d'accord. Voilà. Et ensuite, il revient, il se souvient qu'il chante de l'amour. Alors, il est tout le temps comme ça, quoi. Il oublie tout le temps. Et puis, il revient à l'amour. Que vais-je faire, mon Dieu? Dire mes pensées? Ben, il les a dites, hein. Il les a suffisamment dites, quoi. C'est pas la peine de revenir. Que vais-je faire, mon Dieu? Dire mes pensées? Irai-je vers elle son amour demander? Oil! Et là, c'est l'affirmation, hein. C'est oil, oui, par Dieu. Car tels sont les usages qu'on ne peut être trouvé sans quémander. On a l'impression qu'ils se rebiffe, quoi. Il dit, oh, la courtoisie, ras-le-bol, quoi. La courtoisie, ras-le-bol, il faut être... C'est une chanson extraordinaire parce que elle dessine le paysage, quoi. C'est vraiment le rapport des trouvères aux troubadours, quoi. Ils en ont marre des troubadours, de la dame lointaine, ainsi de suite. Non, lui, il aime ou il aime pas, quoi. Ou il répudie. Il aime ou il répudie. Ça a été son cas, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Et donc, au bout d'un moment, il en avait marre de l'amour, il est allé à la guerre. Bon. Oui, par Dieu, car tels sont les usages qu'on ne peut être ouverts sans quémander. Si je compose dans un style téméraire,
j'essaie de voir effectivement. Oui, outrageux. Et si je suis outrageux d'être trouvé, si je compose dans un style téméraire, Madame de moi ne doit pas s'offusquer, mais plutôt de l'amour qui m'a fait divaguer. C'est plutôt sympathique à la fin. Ouais, je suis un fou, quoi. Je suis un vrai fou. Eh bien, voilà, c'est-à-dire que moi je parle. Alors, toute la littérature de cette XIIIe siècle, c'est très bien dans René Normand, là, dans le livre dont je vous parlais. C'est absolument extraordinaire. Tous ces auteurs, mais il y en a, c'est fou le nombre d'auteurs qu'il y a, quoi. Philippe de Rémy, Sieur de Beaumanoir, Adam de la Halle, Jean Baudel, Gauthier de Dargy, le Châtelain de Coucy, Conan de Béthune, Perrin d'Angicourt, Jacques d'Amiens, Guillaume d'Amiens, Eustache d'Amiens, Thibaut d'Amiens, Richard de Fournival, Guillaume Le Vignier, Jean Bretel, Pierre de Corbie, Simon Dauty. Vous vous rendez compte le boulot qu'il y a à faire? Moi, dans mon anthologie, je ne fais que entamer le problème. Mais j'imagine, enfin je vois ensuite des éditions qui soient vraiment exhaustives. Tous ces textes existent, mais ils n'ont pas été traduits, comment dire, de façon poétique, je n'aime pas l'adjectif. Ils n'ont pas été traduits en poèmes qu'ils étaient à l'origine. Ils ont été traduits soit dans un français universitaire, soit dans prose, quasiment. Et tout ça, c'est de l'octosyllabe. Tout ça, c'est de l'octosyllabe, avec quelques exceptions près. Et donc, tout est à faire, quoi. Et je me dis, alors ça, c'est mon utopie, je termine là-dessus. Je me dis, ayant vécu la transition entre les régions Nord Picardie et Flandre, Artois, Picardie, et la nouvelle région dont je ne dirai jamais la dénomination, et donc je me dis, mais nous n'avions pas suffisamment une conscience littéraire, non pas que je crois à la toute-puissance de la littérature, il y a bien longtemps, belle lurette que non, que je n'y crois pas ou que je n'y crois plus, mais il n'empêche, comment dire, l'inculture est telle aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous sommes que nous nous appuyons plus sur ce qui fait l'histoire même, en quelque sorte. C'est l'histoire qui est en jeu. L'histoire de la littérature fait partie de l'histoire. Et donc, il n'y a pas eu cette transmission, il n'y a pas eu ce passage qui fait que, à l'école ou ailleurs, nous avons appris à être d'une certaine, comme le disait mon ami Philippe Leleu, être fier, mais à connaître cette tradition, à l'aimer, à en jouer, à trouver que c'était plaisant, quoi, à apprendre en quelque sorte ces chansons ou ces poèmes. Donc, c'est le travail que je me suis engagé à faire, qui est d'une certaine façon le deuxième tome, après La forêt invisible. Je continue mon travail d'exhumation, exhaustif, aussi exhaustif que je peux, mais poétique, poète en poète, ça a été une très grande terre de poésie, extraordinaire, largement aussi impressionnante que le Sud. Je ne passe pas mon temps à opposer le Sud au Nord, et je veux dire à quel point c'est important ce passage dans la littérature française. Or, vous verrez partout que les Trouvères sont considérés comme des gens de seconde zone, en quelque sorte. Il y a eu les troubadours qui ont inventé l'amour, et puis ensuite... mais les Trouvères, ils l'ont complètement saboté, ils l'ont parodié, ils l'ont transformé. Et bien entendu, ils sont sur la route du roman, d'une certaine façon. Je vois des gens du Sud qui se rebellent, les gens de l'Occitanie, les gens de la frontière entre Oil et Oc, hein, donc ils pouvaient se tourner à droite comme à gauche. Et donc voilà, je voulais simplement vous dire quel est le genre de travail que j'accomplis, que je fais de façon obstinée. Et oui, il s'agit d'exhumer tout ça et de redonner forme, plasticité à tout ça, et de montrer à quel point les cathédrales n'ont pas été le seul monument à l'époque, n'ont pas été la seule monumentalité, mais qu'il y a cet autre monument qui s'appelle littérature, et qui est vraiment la littérature
moderne. J'ai une admiration sans borne pour Jean Baudel et pour Attendla et pour Beaumanoir également, qui est absolument incroyable. Beaumanoir, c'est des génies, quoi. Alors évidemment, c'est une catégorie romantique de dire ça, mais c'est vraiment des génies, quoi. Ce sont des gens qui inventent, quoi. Et ils inventent au contact du peuple. J'ai employé ce mot-là qui est tellement galvaudé aujourd'hui, mais ils inventent au contact du public, de la scène publique, du commerce entre les gens, entre les êtres humains. C'est pour ça que je considère ces grandes places d'Arras comme des églises à ciel ouvert. Ce qui ne m'empêche pas d'apprécier les églises à voûte gothique, à clé de voûte. Et donc, je les mets en dialogue les unes avec les autres.